Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Magazine pluriel. Juliette Kamde. Bonjour à tous, bienvenue dans le journal Magazine pluriel de ce samedi 1er avril. L'Université de Lomé a signé un protocole d'accord avec l'Université de Clark Atlanta aux États-Unis ce matin à Lomé en présence du président de la Banque mondiale, David Malpass, en visite depuis hier au Togo. Dimanche des Rameaux, c'est demain. Il célèbre l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem et marque deux commémorations contradictoires. Plus de détails dans ce journal. Tournée africaine de la vice-présidente américaine en Afrique, Kamala Harris était hier en Zambie où elle a réitéré son appel à une résolution rapide de la dette colossale de ce pays austral. L'invité du journal, Samuel Champon, expert WECAPS, revient sur l'essentiel d'un séminaire de 5 jours sur la sécurité du port autonome de Lomé. Et puis les autres rubriques du journal Magazine pluriel, les échos du palais, les sports et la revue de presse hebdomadaire. La visite du président du groupe de la Banque mondiale s'est achevée ce matin par la signature d'un protocole d'accord entre l'Université de Lomé et Clark Atlanta University des États-Unis. Un nouveau partenariat de 2 ans ou plus donc de collaboration dans le domaine de la recherche. Léontine Atogima. Oui, Juliette, le partenariat permettra d'élargir les possibilités offertes aux étudiants et enseignants dans le domaine de la recherche. Une convention d'avenir pour le monde universitaire, selon le professeur Dodi Kokoroko, président de l'Université de Lomé. Il a rassuré que les fruits de cet accord seront à la hauteur des attentes. Nous avons des idées, nous avons des talents et nous avons besoin de partenaires fiables. La Clark University l'est et le sera dans le cadre de ce que nous voudrons faire en étant une université au service d'une recherche et d'un enseignement de qualité. Je voudrais vous rassurer que cet accord fera florès et les fruits seront à la hauteur des espérances et des attentes. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ce protocole d'accord répond à la réforme de la politique enseignante du Togo orientée vers les métiers prioritaires. Professeur Majesté Iwateba demande toutefois que le retour au pays des apprenants après leur formation à l'étranger soit également pris en compte. Oui, au partenariat, mais il faudrait que ce partenariat profite aux pays faibles comme les nôtres. Il faudrait donc, si ce n'est pas encore fait, que dans cette partenariat, qu'on inscrive véritablement la notion de retour des cadres que nous allons former. Nous ne serons pas gagnants si nous formons des gens qui partent dans les pays nantis après avoir reçu des formations de haute qualité et qui vont servir ailleurs que nos pays, notamment le Togo. Depuis 8 ans, aucun étudiant togolais parti vers les États-Unis, le Canada ou la Suisse n'est revenu servir le Togo. La cérémonie de signature du protocole d'accord s'est déroulée en présence du président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, et de la ministre secrétaire générale de la présidence de la République. Madame Ablamba Johnson a remercié le groupe de la Banque mondiale pour cet appui important à l'État togolais. Léontine, une autre visite, la secrétaire d'État français chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux est à Lomé. Madame Chrysoula Zacharopoulou a signé hier avec le ministère de la Santé un accord de financement sur le projet de réhabilitation des centres de santé hospitaliers de Lomé et de Kara. Chrysoula Zacharopoulou. Je vais dire que
C'est très important pour la population qui puisse avoir accès à une santé de qualité à travers cette entreprise française. Nous, l'État, on soutient aussi financièrement à ces projets très importants pour la population dans ce nouveau partenariat voulu par le président de la République Emmanuel Macron, qui est basé sur un intérêt mutuel pour faire face à tous les enjeux, y compris la santé. Et le Togo, c'est un pays ami et nous sommes contents qu'on va renouveler ce partenariat à travers un projet de santé. Cet accord de financement s'élève à 70 milliards de francs CFA. Le ministre de la Santé, professeur Moustapha Midiawa, se réjouit. Nous venons de signer l'accord de financement et ce projet englobe le CHU Campus et le CHU Kara et le montant pour les deux c'est 70 milliards. Et il y a la réhabilitation, l'extension et l'équipement selon les normes de ces standards les plus actuels. Et c'est d'ailleurs avec une entreprise française, Elise Project, que le travail est en train d'être mené. Et c'est dans ce sens qu'il y a quelques semaines, le chef de l'État m'a demandé de me rendre à Dakar, au Sénégal, où j'ai visité des hôpitaux qui ont été l'objet de travaux par cette entreprise-là. Une autre visite, cette fois à l'international, c'est la dernière étape de la tournée africaine de la vice-présidente américaine. Kamala Harris a réitéré hier son appel à une finalisation rapide de la restructuration de la dette colossale de la Zambie lors d'une visite dans ce pays austral. Les États-Unis ont fait pression pour que les créanciers, dont la Chine, allège la dette extérieure de ce pays estimée à 17,3 milliards de dollars. La Zambie est tombée en défaut de paiement en 2020 en pleine pandémie de Covid-19. Kamala Harris, première femme et première personne noire élue à la vice-présidence américaine, est arrivée à Lusaka après s'être rendue en Tanzanie et au Ghana. Elle s'était déjà rendue en Zambie dans sa jeunesse pour rendre visite à son grand-père maternel qui y travaillait. À Lusaka, elle s'est arrêtée brièvement à l'endroit où il a vécu dans les années 1960. Mon grand-père était l'une de mes personnes préférées, a-t-elle déclaré aux journalistes. Retour à la page nationale, il y a une semaine, le gouvernement était en séminaire à Kpalimé pour évaluer les projets et réformes en cours d'exécution au Togo. L'un de ces projets a concerné la région des savanes. Des écoles et centres de santé y ont été construits dans le cadre du projet d'urgence pour les savanes. Les bénéficiaires réagissent après le maire de Pendjal 2. Radio Lomé vous propose cette fois le maire de Tone 2, Momaré Sambi Tidja. Ces propos ont été recueillis par Bojona Bassanta de l'agence togolaise de presse d'Apaon. Le programme d'urgence pour la région des savanes a été lancé depuis 2022 pour renforcer la résilience des populations de la région des savanes. Les ressources financières mobilisées par le gouvernement de notre pays ont permis concrètement donc de faciliter l'accès d'abord à l'eau potable, l'électrification de certains villages et étendre même le réseau électrique grâce à l'implantation des lampes solaires qui s'opèrent actuellement dans les villages. Il y a aussi la réhabilitation ou bien la construction des infrastructures sanitaires, éducatives ainsi que des pistes rurales dans certaines localités de la commune de Tone 2. Donc actuellement, il y a 3 centres de santé en réhabilitation et il y a également 3 centres sanitaires encore qui sont en projet donc de construction. Je voudrais inviter tous les administrés de ma commune à une gestion efficiente ou à un bon usage de ces réalisations observées dans la commune de Tone 2, afin qu'elles puissent profiter à toutes les couches sociales et aux générations futures, puisque l'État ne reviendra pas chaque année pour faire les mêmes réalisations. Le 27 avril prochain, le Togo va célébrer le 63e anniversaire de son indépendance. C'était le 27 avril 1960 que cette accession à la souveraineté internationale a été possible comme acteur clé Sylvanus Olympio.
Durant tout ce mois d'avril, Radio Lomé vous éclaire sur la lutte pour l'indépendance, les acteurs de cette lutte et les réalisations obtenues grâce à cette libération. Comme premier numéro de cette série de sujets, nous vous proposons la définition du mot indépendance. C'est avec Hervé Sebonou et Milek Agboko. Composé en latin de in, ce qui signifie privé de, et dépendere, être suspendu à. Étymologiquement, l'indépendance veut dire ne pas être rattaché à. C'est un terme polysémique. Généralement, l'indépendance désigne l'absence de relation de cause à effet, d'influence, de contraintes ou de coordination entre différentes choses ou événements. L'indépendance également signifie le refus de toute sujétion, relation de dépendance, pression ou contrainte. On parlera de l'indépendance d'opinion ou d'esprit. Côté probabilité ou statistique, le terme indépendance qualifie des événements aléatoires qui n'ont pas d'influence les uns sur les autres. Par exemple, quand on jette un dé non truqué à 6 faces, la probabilité d'obtenir le 6 est de 1 chance sur 6. La probabilité d'avoir un chiffre pair est de 3 sur 6 ou demi, 1 sur 2. Les deux événements précédents ne sont pas dépendants. Côté politique, l'indépendance représente une condition pour une nation, un pays, un État dans lequel les résidents et la population exercent l'autogouvernance et habituellement une souveraineté totale sur le territoire. Sous cet aspect précis, plusieurs formes d'indépendance s'observent, notamment l'indépendance énergétique, économique, monétaire, pour ne citer que celle-là. Merci donc à vous, Milek Agboko. L'Union des forces du changement UFC affûte ses armes pour les élections régionales. Ses responsables fédéraux du Grand Lomé sont en séminaire de formation à Lomé. Elle est l'aboutissement d'un processus démarré en 2018. La rencontre permettra d'édifier ses responsables sur les différentes réformes qui s'opèrent au niveau politique du Togo. Il s'agit aussi de leur faire connaître le rôle de l'homme et de la femme en politique, la loi portant code électoral en République togolaise, la loi portant création des régions et organisation des élections régionales au Togo. Tout ceci en vue de mieux former ces acteurs pour les échéances électorales à venir. Gaëtan Aroumezounou, membre de l'UFC, député à l'Assemblée nationale. Ce séminaire de renforcement de capacités politiques, technique et pratique des responsables fédéraux de l'Union des forces du changement a pour objectif de voir la politique telle que définie dans la constitution de la République togolaise. On n'est pas sans savoir que le Togo est un pays réformateur et nous sommes dans la phase de décentralisation. Nous allons voir ce que les régions disent à travers la loi portant création des régions et comment on est en train d'organiser les élections régionales qui n'ont été jamais organisées au Togo. En tant que parti politique, s'organiser sur la base de ce qui est mis en place pour que chacun puisse avoir les informations nécessaires pour attaquer. Les travaux techniques, pratiques et organisationnels en lien avec les modules de la formation clôturent le séminaire. On quitte la politique pour parler cette fois de la religion. Ce dimanche, les chrétiens catholiques célèbrent la fête des Rameaux ou dimanche de la Passion du Christ. Cette célébration marque l'entrée dans la semaine sainte avant la Pâque. Que peut-on comprendre de cette célébration? Le sens donc dans cet élément de Pacom Johnson. La fête célébrée ce dimanche, appelée dimanche des Rameaux et de la Passion, marque l'entrée dans la semaine sainte. Elle a une double face, glorieuse et douloureuse. En effet, elle commémore deux événements contradictoires. L'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem, accueilli comme un roi, et sa passion et sa mort sur la croix. À cette occasion, les fidèles se réunissent en un lieu. Après une brève allocution, le célébrant bénit les rameaux
rameaux et l'on lit le récit évangélique de l'entrée messianique de Jésus avant de se rendre en procession jusqu'à l'église où va se dire la messe. L'évangile se porte sur celui de la passion du Christ. La tradition veut que l'on apporte après la messe les rameaux bénis pour orner les croix dans les maisons, geste de vénération et de confiance envers le crucifié. C'est la période des semaines culturelles dans les écoles avant les congés de Pâques, justement. Le collège Adèle de Cara, dirigé par les sœurs marianistes, marque ainsi l'événement dans le cadre de son 60e anniversaire et de celui de la présence des sœurs au Togo. Une messe a été dite hier dans les locaux du dit collège pour lancer les activités de la semaine culturelle au collège. Nathalie Baneguet. Et cette semaine culturelle, Seigneur, bénis-nous, ainsi que chacune de nos familles, et que la joie de ce jour se répande autour de nous et fasse grandir dans l'esprit fraternel. C'est l'une des prières adressées à Dieu au cours de cette célébration eucharistique, concélébrée par le Père Jean-Eudes Lawson, aumônier du Collège Chaminade, et le Père Athanase Pelei, directeur diocésain de l'enseignement catholique. Nous sommes dans l'action de grâce pour cette œuvre grande du Seigneur à travers des sœurs marianistes qui, depuis 60 ans, œuvrent dans le domaine de l'éducation pour former les enfants et les jeunes de notre pays. Cette semaine culturelle se veut aussi une occasion de pouvoir montrer ce que les élèves ont comme talent et tout ce qu'ils apprennent dans les classes, pouvoir montrer qu'ils l'ont bien assimilé et qu'ils peuvent en faire usage dans leur vie quotidienne. S'inspirant de la première lecture tirée du livre du prophète Jérémie au chapitre 20, versets 10 à 13 et de l'évangile selon Saint Jean chapitre 10, versets 31 à 42, le Père Athanase a invité à défendre toujours la vérité. Que la loi de Dieu, c'est les valeurs pour permettre à l'homme de bien vivre. Ensuite, nous avons vu Jésus dans l'évangile qui est persécuté pour ses bonnes œuvres. On ne peut pas arrêter de faire le bien parce qu'on nous persécute. Il faut continuer. Cette célébration donne le ton aux activités culturelles marquées de kermesse, des expositions, des matchs de football, d'une conférence sur l'hépatite virale, entre autres. De Cara, Nathalie Paningue pour Radio Lomé. Nathalie, on revient à Lomé pour parler des vulnérabilités au port autonome de Lomé. Le séminaire qui a permis aux différents acteurs d'actualiser leurs connaissances dans ce domaine a clos ses portes hier. Une feuille de route comprenant des recommandations a été transmise aux autorités togolaises. Solim Lemo Raoul Tetonyake. Durant 5 jours, les participants ont consolidé les connaissances dans la gestion des risques portuaires avec pour objectif d'améliorer la sécurité et la sûreté du port autonome de Lomé. Samuel Champon, expert du projet sécurité portuaire en Afrique de l'Ouest et centrale WICAPS. Ce séminaire a permis de regrouper les acteurs portuaires, c'est-à-dire les opérateurs privés, de regrouper également les agents du port autonome de Lomé et les administrations concourantes à la sécurité. L'objectif de ce séminaire, c'était de faire un état des lieux, un constat des forces et des faiblesses d'un point de vue sécurité, de pouvoir formuler des recommandations, un travail réalisé tous ensemble pour pouvoir améliorer la sécurité et remettre officiellement aujourd'hui aux autorités une feuille de route qui est une indication, une base pour pouvoir améliorer la sécurité. Il est utile de vraiment travailler suivant ces 3 axes, la prévention, les plans d'urgence et l'intervention, de renforcer les moyens capacitaires pour être capable de faire face à un accident. Présent à cette cérémonie, l'ambassadeur de l'Union européenne, Joachim Tasso Villalonga, reconnaît l'intérêt de son institution pour le port autonome de Lomé, un poumon de l'économie togolaise. Notre intérêt, c'est d'aider le Togo parce que ça permet donc un bon fonctionnement du port et la sécurité du port. Ça permet d'augmenter aussi les commerces, les trafics de containers et qui vont pas seulement au Togo mais qui seront un peu toute la région comme vous le savez ce port. Et ça va finalement c'est au bénéfice de l'économie et des populations togolaises et des pays de la région. C'est quelque chose que nous soutenons de la même façon qu'on soutient d'autres programmes de coopération au développement pour un bénéfice ultime des populations de la région. Kalem Mathieu,
porte-parole des participants, décline les retombées de cette formation. Ce séminaire nous a permis de se familiariser avec l'administration et les industriels, les professionnels au niveau de la zone portière, afin de pouvoir mutualiser les efforts en cas d'incident ou d'urgence industrielle. Secondo, cette formation nous a permis de pouvoir comprendre davantage les 3 phases de gestion de risques et dangers en termes de prévention, de prévision et d'intervention. Donc nous avons tous les outils qui nous permettent, et éventuellement s'il y a une crise industrielle au niveau de la zone portière, de pouvoir minimiser la crise et dans le cas où ça sort du site en question, de pouvoir continuer à faire la protection et minimiser les impacts au niveau de la population. La remise d'attestation de fin de formation aux participants a clôturé la cérémonie. SNP-CEFIT, le syndicat du personnel des services économiques et financiers du Togo, a un nouveau bureau. Il a été présenté aux membres de base hier. Le bureau comprend 13 membres et il a pour mission de travailler pour le bien-être des camarades pour un mandat de 4 ans renouvelable. Le secrétaire général du SNP-CEFIT, donc Tiné, décline le cahier de charges assigné à son bureau. C'est un cahier de charges qui prend en compte les attributions, les missions de chaque membre du bureau. Donc, dans le cahier de charges, il y a les stratégies que nous avons définies, qui est une feuille de route qui va permettre à chaque membre du bureau de fonctionner normalement pour réussir sa mission jusqu'au bout du mandat. Dans le cahier de charges de chacun, il doit rendre compte à chaque rencontre s'il a pu évoluer ou pas, s'il a des difficultés et les stratégies qui sont définies à l'intérieur. Le syndicat du personnel des services économiques et financiers du Togo regroupe les agents des ministères de l'économie, des finances, du plan, du commerce et de l'industrie. Afrique du Sud, la demande de libération conditionnelle de l'ex-champion paralympique Oscar Pistorius, condamné pour le meurtre de sa compagne, Riva Steenkamp, a été refusée hier. En République démocratique du Congo, le nouveau gouvernement de Jean-Michel Sama Lukonde s'est réuni pour la première fois hier. Le président Félix Tshisekedi demande des résultats au gouvernement remanié. Il attend aussi de Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet devenu vice-premier ministre en charge de l'économie, l'amélioration du pouvoir d'achat en stabilisant donc la monnaie nationale qui a dégringolé face au dollar américain. Il aura également la charge d'améliorer les conditions socio-économiques des populations. Le pétrolier danois sous pavillon libérien attaqué le week-end dernier dans le golfe de Guinée a été localisé et secouru au large des côtes de Sao Tomé et Principe, mais une partie de l'équipage a été kidnappée. Aucun dégât n'a été constaté sur le bateau ni sur sa cargaison de carburant. Le navire, long de 135 mètres, avait été attaqué samedi à environ 1400 miles nautiques au large du port congolais de Pointe-Noire. L'annonce de l'attaque n'avait été faite par l'armateur que mardi, après 3 jours sans nouvelles de l'équipage. Ce dernier avait eu le temps d'indiquer s'être réfugié dans une citadelle anti-pirate du navire avant que le contact ne soit perdu. L'amélioration de la sécurité du port autonome de Lomé était au cœur d'un séminaire organisé dans le cadre du projet WICAPS de l'Union européenne, un projet de sécurité portuaire en Afrique de l'Ouest et centrale. Durant 5 jours de formation, les participants ont consolidé leurs connaissances dans la gestion des risques portuaires. Samuel Champon, expert WICAP, est l'invité de cette édition. Il est au micro de Solim Lemon. Samuel Champon revient sur l'essentiel du séminaire de 5 jours. Monsieur Samuel, bonjour. Bonjour, je suis Samuel Champon, je suis expert clé sécurité du projet WICAPS, qui est un projet de renforcement de la sécurité sur le port de Togo. Vous avez passé 5 jours au Togo, vous avez formé toutes les parties prenantes dans la gestion de la sécurité au port autonome de Lomé, précisément, sinon dans tous les ports de presque la sous-région. Alors, qu'est-ce qui a été fait concrètement au cours de ces 5 jours?
Avant de parler du séminaire, je souhaiterais revenir en arrière. Dès le drame du port de Beyrouth au Liban au mois d'août 2020, cet accident a permis de montrer la vulnérabilité d'un port qui transporte des matières dangereuses et on a assisté en direct à un accident catastrophique avec des conséquences sur des vies humaines, des conséquences économiques, voire des conséquences politiques. Les autorités du Togo, dès le lendemain, ont fait appel au projet WICAPS pour pouvoir bénéficier d'un appui technique pour renforcer leur analyse de leurs points faibles et derrière essayer d'accompagner le Togo dans sa démarche de renforcer la sécurité au niveau du port. On a réussi sur plusieurs mois à travailler ensemble sur différents axes et ce séminaire est le point d'orgue, le point final de nos travaux qui nous ont permis de faire une analyse des risques et une analyse de la réponse avec les points forts et les points faibles et de formuler des recommandations qui ont été remises de manière symbolique au niveau de monsieur le ministre conseiller pour la mer, une feuille de route qui va permettre aux autorités du Togo de renforcer cette sécurité, impérieuse nécessité pour protéger les vies humaines, protéger l'outil portuaire et protéger l'environnement. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire toutes les étapes ou bien tous les axes faisant partie de cette sécurisation ? En effet, vous avez raison, il est nécessaire d'avoir une méthodologie de travail. La première étape, c'est d'analyser quel est le risque, quelles sont les activités au niveau du port qui constituent un danger et un risque pour les populations, pour les biens et pour l'environnement. Cette étape a été faite il y a plusieurs mois à travers l'expertise de M. Bernard Franoz et Dominique Bonjour, qui ont réalisé une matrice des risques. Ils ont pu analyser quelles étaient les faiblesses au niveau du port et quels étaient les points qui nécessitaient des améliorations. Ça, c'est la première étape, c'était un diagnostic au niveau de l'évaluation des risques. Et ensuite, il fallait faire une deuxième étape qui était d'analyser quelles étaient l'organisation des autorités portuaires du Togo et des autorités du Togo en général à travers ses services étatiques, de façon à pouvoir définir si cette réponse elle est suffisante ou pas. Est-ce qu'il y a suffisamment de moyens? Est-ce qu'ils sont en bon état? Est-ce qu'il y a nécessité d'acquérir des nouveaux moyens en adéquation aux risques? Donc c'est tout ce travail qui a été fait à travers ce séminaire, donc dans le cadre de cette deuxième étape et qui a permis la restitution d'une feuille de route. Donc la méthode, en résumé, première étape, analyser les risques, deuxième étape, analyser la réponse opérationnelle et la troisième étape, qui est aujourd'hui ce séminaire, qui a permis de faire une synthèse de l'analyse et de la couverture des risques au sein du port autonome de Lomé. Quand vous avez fait votre analyse en général, puisque le séminaire s'est tenu à Lomé, est-ce qu'on peut dire que le port autonome de Lomé avait déjà une bonne méthodologie pour faire face à ces types d'incidents? Le port autonome de Lomé a développé depuis plusieurs années une stratégie économique et le port, et on ne peut que s'en féliciter, a un essor commercial qui est important. Mais derrière, il est nécessaire d'adosser une stratégie pour renforcer la sécurité. Et le Togo avait déjà une prise de conscience des forces et surtout des faiblesses à la fois des acteurs portuaires et la réponse étatique. Et donc elle a sollicité à travers le projet WICAPS une expertise extérieure pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir disposer d'un appui technique sur la stratégie qu'ils étaient en train de mettre en œuvre. On se félicite d'avoir pu accompagner les autorités du Togo dans cette entreprise de vouloir renforcer la sécurité au niveau du port. Le port autonome de Lomé aujourd'hui dispose d'un niveau de sécurité qu'il est nécessaire d'améliorer de façon à protéger, encore une fois, les vies humaines et les biens matériels pour permettre que le port de Lomé reste un moteur et un poumon économique du Togo. Vous avez transmis une feuille de route. Est-ce que vous avez des mécanismes pour pouvoir savoir si cette feuille de route est appliquée au Togo? Au niveau de la posture de l'Union européenne et des experts que nous sommes à travers ce projet européen, nous n'avons pas vocation à vérifier et contrôler si le travail est fait. On a juste eu la satisfaction de pouvoir entreprendre une démarche et amorcer la méthodologie. On sera à la disposition des autorités du Togo si on a la possibilité, l'opportunité de pouvoir poursuivre ce partenariat avec eux. Par contre, le Togo dispose aujourd'hui de tous les outils en termes d'analyse des risques, en termes d'analyse de la couverture, pour pouvoir mettre à bien une stratégie de renforcement de sa sécurité. Tous les participants que vous avez eus aujourd'hui, au cours de ces 5 jours, est-ce que vous avez pu évaluer
leur niveau de compréhension de ce que vous avez mis à leur disposition? Le bilan qui a été fait avec les participants a permis de mettre en évidence un niveau de satisfaction, notamment au niveau de la prise de conscience du niveau de risque et la faiblesse quelquefois de la couverture. Et aujourd'hui, on ne peut que féliciter la qualité des participants, que ce soit au niveau des opérateurs privés de la plateforme portuaire de Lomé, que ce soit les agents eux-mêmes du port autonome de Lomé ou que ce soit toutes les administrations, tous les services qui concourront à renforcer la sécurité. Moi, j'ai été vraiment très agréablement surpris de voir le niveau d'implication, le niveau de curiosité intellectuelle et le niveau de compréhension de ces dames et de ces hommes qui seront amenés à apporter leur pierre à l'édifice pour poursuivre cette construction de renforcement de la sécurité au sein du port de Lomé. Pour répondre à votre question, au niveau du Togo, vous disposez de ressources capables de faire face à un défi d'aller encore plus loin dans un niveau de sécurité. D'après vous, comment alors mutualiser ces ressources dont dispose le Togo? Parmi les recommandations, il y a des choses qui sont coûteuses et d'autres qui sont peu coûteuses. Par exemple, vous soulignez le principe de la mutualisation. La mutualisation n'est pas quelque chose de très onéreux. C'est une organisation, c'est mettre les bonnes personnes autour de la table, regarder quels sont les moyens qui peuvent être mis en commun en cas d'accident. C'est un volet organisationnel qu'il est facile à réaliser en très peu de temps et sans frais particuliers. Ça, c'est un exemple. Par contre, il y a des moyens qui sont beaucoup plus coûteux. Acquérir des véhicules d'intervention, des équipements qui lui permettent de faire face aux défis, c'est quelque chose qui s'inscrit un peu plus dans la durée et qui nécessite un investissement non négligeable. Donc le travail que vont réaliser vraisemblablement les autorités togolaises, c'est de reprendre en compte point par point sur un volet réglementaire, sur un volet équipement, sur un volet formation notamment, de reprendre les points qui nécessitent d'être améliorés et de mettre en place une stratégie de montée en puissance. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de ces hommes qui étaient avec vous et à l'endroit de la population togolaise? Parce que le port autonome de Lomé, il n'y a pas seulement que des experts qui y travaillent, il y a des personnes dont vous vous inquiétez par rapport à la sécurité. Alors, est-ce que vous avez un dernier message à l'endroit de toute cette frange de la population? Le message que je souhaite adresser à la fin de ce séminaire, c'est qu'il faut rester confiant parce qu'il y a une prise de conscience au plus haut niveau de l'État, au niveau du Togo, qui s'est faite. Et l'exemple du drame de Beyrouth a permis de montrer encore une fois la vulnérabilité au niveau d'un port. Et aujourd'hui, l'ensemble des autorités, des ministères et sous l'égide du Haut Conseil pour la mer ont pris conscience de l'impérieuse nécessité de renforcer leur sécurité. Et cette première étape, à travers ce séminaire, permet d'être optimiste sur la suite des événements. Le port de Lomé a une croissance économique incroyable. C'est un poumon, je l'ai dit, économique. Et aujourd'hui, il y a un niveau de sécurité qui nécessite d'être encore amélioré. Et aujourd'hui, à l'endroit des travailleurs qui sont sur le port et à l'endroit des populations, je peux vous dire que ce soit les opérateurs privés, que ce soit le port et que ce soit les services étatiques, et je mets en premier lieu les forces de police, de gendarmerie et les forces de secours que sont le Corps national des sapeurs-pompiers, vous disposez d'outils avec une bonne technologie et qui sont opérationnels. Les sapeurs-pompiers ont acquis du matériel à travers un projet européen qui permet de faire face aux accidents chimiques. C'est un matériel récent. À l'heure où je vous parle, il y a des formations qui sont dispensées au niveau du risque chimique et on ne peut que se féliciter des efforts qui sont faits par les autorités togolaises. Donc aujourd'hui, le message que j'adresse aux populations, c'est soyez confiants, vos autorités travaillent d'arrache-pied pour renforcer la sécurité. Merci. Merci, c'était un plaisir. La suite de cette édition, les échos du palais. Un écolier en classe de 5e a été poignardé à mort. Les deux accusés ont comparu à la cour d'assises de Lomé pour homicide volontaire. Le récit des faits avec Hélène Assabi. Les faits se sont produits en avril 2019 dans le village de Tchekpo Dedekpoé dans la préfecture de Yoto. En effet, au cours d'une bagarre en marge d'une veillée funèbre, les accusés, Akoité et Olivier, ont pris à partie le nommé Corneille, élève en classe de 5e.
Débutée sous forme d'une simple dispute entre adolescents, la bagarre a pris une autre tournure et a dégénéré en affrontement physique avec usage de couteau. Les deux agresseurs ont atteint gravement Corneille, qui rendra l'âme sur les lieux, tandis que Akoueté et Olivier sont arrêtés et détenus pour crime d'homicide volontaire. Au cours du procès, ni les témoins, ni les accusés eux-mêmes n'ont pu révéler les vraies causes de la bagarre. Il a été juste révélé que les deux agresseurs étaient en état d'ivresse le jour de l'altercation. Se basant sur les témoignages recueillis, la déposition de l'enquêteur, une image du corps sans vie de la victime et les plaidoiries de l'avocat de la défense, la cour d'assises de Lomé a condamné les accusés à 8 ans de réclusion criminelle. Les sports du football. L'Asco de Kara joue demain dimanche son dernier match sur le continent. Les Jaunets Noirs seront face à Asfar du Maroc. Le match débute à 20h temps universel au stade de Kégué à Lomé. L'autre match de ce groupe C oppose Pyramide à Future FC, deux clubs égyptiens. Pour le moment, Asfar est le premier du groupe, suivi de Pyramide, Future et Asco de Kara. Sans transition, revue de presse hebdomadaire, la diplomatie, notamment la visite du président du groupe de la Banque mondiale et celle de la secrétaire d'État français chargée du développement de la francophonie sont à la une des parutions. Les journaux sont également revenus sur les conclusions du premier séminaire gouvernemental de l'année. La revue de presse, c'est avec Léontine Atoguima. Une insistance sur l'urgence de poursuivre la mobilisation collective, c'est ce que retient Ouara les vainqueurs du séminaire gouvernemental, plus précisément des instructions du chef de l'État au ministre. Le libéral revient aussi sur les directives fermes du numéro 1 togolais pour la mise en œuvre à 100% de la feuille de route gouvernementale. Il s'agit, entre autres, de l'accélération du rythme des actions engagées et aussi de l'urgence de poursuivre la mobilisation collective évoquée plus haut par Ouara les vainqueurs, mais surtout en comptant principalement sur les ressources nationales. Fort exige des réalisations à impact direct sur les populations, note l'Union pour la patrie de ces instructions du président togolais. Le bi-hebdomadaire relève que le chef de l'État, conscient du contexte international difficile, veut que les crédits disponibles soient exploités rapidement et à bon escient pour impacter la vie des concitoyens. À 2 ans de l'échéance de la feuille de route, le gouvernement doit mettre le pied sur l'accélérateur, rappelle Écho du pays. Et pour arriver à bon port, l'exécutif a besoin de ses partenaires techniques et financiers. Parmi ces partenaires figure le groupe de la Banque mondiale. Son président a effectué une visite de 2 jours à Lomé. Le renforcement de la sécurité alimentaire, de la paix, de la croissance économique inclusive et durable, de l'accès à l'énergie ainsi que de l'importance de l'éducation ont fait objet de discussions entre David Malpass, les acteurs techniques et le gouvernement, selon Chronique de la semaine. Le patron de la Banque mondiale a également abordé le développement numérique en félicitant l'utilisation du câble sous-marin Ekiano par le Togo, la protection sociale et les efforts accomplis pour renforcer la résilience de la croissance inclusive, relate l'éveil de la nation. Il n'était pas le seul diplomate présent sur le sol togolais. C'est l'Union pour la patrie qui attire notre attention à sa une, diplomatie économique, culturelle et sociale, l'agenda dévoilé de David Malpass et Chrysoula Zacharopoulou à Lomé, mettant l'accent sur la visite de la secrétaire d'État française. L'apparition révèle que son déplacement s'inscrit dans la lignée du discours du 27 février dernier du président français Emmanuel Macron, celui de mettre en valeur plusieurs des priorités de la France pour le renouvellement de son partenariat avec l'Afrique. Parlant de partenariat, le Togo a apporté sa solidarité et compassion à l'un de ses partenaires. Il s'agit de la Turquie, victime d'un séisme qui a fait près de 50 000 morts le 6 février dernier. Le Togo a donc fait un don d'une enveloppe de près d'1 milliard de francs CFA à la Turquie pour contribuer à sa reconstruction, annonce l'éveil de la nation.
Elle est également à la une, l'évacuation de Pacha Nyasimbe à Libreville au Gabon. La lanterne parle d'un flou autour de cette évacuation sanitaire. La Nouvelle Tribune se demande s'il s'agirait d'un dégel entre Fort Pacha Nyasimbe. Liberté aimerait également savoir si le régime est-il subitement devenu humaniste dans le cas de Pacha Nyasimbe. Pacha Nyasimbe au Gabon quitte des officiers Ati et Dontema, c'est la question que se pose la manchette. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Le journal magazine Pluriel de ce samedi s'achève. Merci à vous qui l'aviez suivi. Sachez que l'Université de Lomé a signé un protocole d'accord avec l'Université de Clark Atlanta aux États-Unis ce matin à Lomé en présence du président de la Banque mondiale David Malpass en visite au Togo. L'autre titre du journal, c'est demain le dimanche des Rameaux, un dimanche qui célèbre l'entrée du Christ à Jérusalem et qui marque deux commémorations contradictoires qui nous ont été expliquées par Pacom Johnson dans le journal. Tournée africaine de la vice-présidente américaine en Afrique, Kamala Harris, était hier en Zambie où elle a réitéré son appel à une résolution rapide de la dette colossale de ce pays. L'invité du journal, Samuel Champon, espère Wake-Ups, est revenu sur l'essentiel d'un séminaire de 5 jours sur la sécurité dans le port de Lomé. Et puis, vous avez également suivi les échos du palais, les sports et la revue de presse qui a bouclé cette édition. Bon appétit si vous êtes à table. Les ondes radio se propagent à 300 000 km/s. Le son met un peu plus d'une seconde pour atteindre la Lune. On entendra cette pub sur Mars dans 4 minutes et sur Jupiter dans une demi-heure. Bienvenue à nos amis extraterrestres qui nous écoutent. Radio Lomé. Tout le système solaire. Gardez l'écoute. La pub. La pub.